Et on va maintenant procéder au deuxième panel, dans le deuxième segment de notre forum, sur les projets opérationnels éco-responsables. Ce segment sera modéré par Mme Anne-Frédérique Bourret, qui est associée au cabinet. Anne-Frédérique se spécialise dans la pratique du droit administratif et réglementaire, et plus particulièrement dans les secteurs de l'environnement, de l'énergie, des changements climatiques et des ressources naturelles. Alors donc, j'invite nos panélistes à prendre place sur la tribune. Alors, pendant que les gens s'installent, je vais vous dire qui seront nos panélistes. Alors, nous avons effectivement 4 panélistes qui vont prendre la parole. Il y aura Pascale Légaré, qui est directrice exécutive de Brave. Excusez-moi, Lagacé, directrice exécutive de Brave. Luc Poirier, directeur du développement des comptes industrie et projets majeurs chez Lumen. Frédéric Véraud, directeur exécutif développement corporatif des chantiers Chibougamau. Et Céline Cusson, directrice environnement par intérim à Hydro-Québec. Alors, Pascale Lagacé, qui est elle? C'est, comme je vous disais, la directrice exécutive chez Brave, qui possède plus de 30 ans d'expérience dans la gestion, l'amélioration de performance et la conformité environnementale et climatique en entreprise. Elle a piloté de nombreux projets d'amélioration et amélioré et élaboré des stratégies de transformation, incluant gestion des risques, formation et innovation dans tous les aspects de l'impact environnemental et à travers toutes les différentes fonctions d'une entreprise, qu'il s'agisse de finances, d'investissement, d'acquisition, communication, développement durable et ingénierie. Quant à Luc Poirier, il est le directeur du développement des comptes industriels et projets majeurs et pour les solutions d'affaires chez Lumen, le plus grand distributeur de matériel électrique au Québec. Il œuvre dans le secteur des nouvelles technologies en automatisation et réseautique industrielle depuis plus de 25 ans. Il était responsable de la mise en marché et de l'exécution des plans d'affaires des logiciels d'entreprise de Rockwell Automation, un des fabricants pionniers dans l'intelligence des objets et l'automatisation manufacturière. Il est le président du Comité manufacturier, exportation et innovation de la Fédération des chambres de commerce du Québec et siège également au Comité de l'énergie et ressources naturelles. Quant à Frédéric Véraud, il a rejoint les chantiers Chibougamau en mai 2005 comme directeur des affaires corporatives et des communications et il en est le porte-parole. Il a été associé au sein de la firme Tact Intelligence Conseil de 2012 à 2018, alors qu'il préservait durant cette période un rôle actif au sein de la direction de chantier Chibougamau. Depuis 2018, il se consacre à nouveau à cette entreprise où il appuie le chef de l'exploitation pour les besoins relatifs au développement corporatif de tout le groupe, de la forêt jusqu'au marché, qu'il s'agisse du développement stratégique, de gouvernance, de technologie de l'information et de cybersécurité, de transactions, de développement durable ou de financement corporatif. L'essentiel du parcours de Mme Cusson, maintenant. Il s'est fait au sein d'Hydro-Québec, où elle occupe depuis les 20 dernières années diverses fonctions dans le domaine de la gouvernance, de la fiabilité du réseau, de la conformité et performance environnementale, ainsi que la gestion de grands enjeux stratégiques en environnement. Au fil des années, elle a été responsable de plusieurs dossiers touchant la transition énergétique, la décarbonation du Québec et la reconnaissance de la filière hydroélectrique dans le nord-est américain. Elle a notamment coordonné l'élaboration du premier plan d'adaptation au changement climatique d'Hydro-Québec. Elle a également piloté le développement de l'actuelle stratégie de décarbonation des activités de l'entreprise, de même que la coordination du plan d'action de reconnaissance du caractère renouvelable de l'énergie hydro-québécoise. Parmi ses sphères d'intervention actuelles, elle est responsable du système de gestion environnementale conforme à la norme ISO 14001 et assiste en ce sens la haute direction dans la gestion des risques et opportunités en environnement. Elle est aussi en charge du programme de recherche en environnement qui inclut notamment le domaine des GES et de la biodiversité.
Alors voilà, messieurs, dames, on va vous entendre. Merci beaucoup, Jean. Merci aussi à tous les cadres d'avoir accepté de participer à ce panel. La table a été très bien mise par les conférenciers panélistes précédents. Je pense qu'il y a un consensus auprès de ceux-ci et même dans la salle que les citoyens ont un rôle à jouer, ce qui comprend évidemment les citoyens corporatifs. Donc, l'objectif de notre panel qui va clore en fait notre session d'aujourd'hui, c'est être un peu plus de regarder concrètement justement quel est l'impact des changements climatiques sur les entreprises, mais au niveau organisationnel aussi, comment les entreprises vivent ça, quelles améliorations elles peuvent proposer. Donc, je vais commencer avec Pascal, en fait. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer comment tu vois le rôle justement des entreprises pour favoriser, accélérer le changement, et non pas accélérer les changements climatiques, mais accélérer, favoriser des changements opérationnels en vue d'une économie décarbonée? C'est sûr qu'on l'a vu tantôt, en fait, les entreprises ont un impact important parce que les gouvernements tardent à agir, en fait. Puis la plupart des émissions viennent des entreprises. Puis chaque entreprise compte beaucoup d'employés qui sont aussi des citoyens. Puis je pense qu'en fait, l'urgence d'agir, parce que les entreprises, jusqu'à maintenant, se disent tout le temps, ah ben là, il y a la pandémie, il y a la pénurie de main-d'œuvre, tout ça, les changements climatiques vont venir après, je vais régler ça avant. Mais dans le fond, tous ces enjeux-là sont aussi magnifiés par les changements climatiques. Donc, c'est important d'agir maintenant. 30 il y a une étude la semaine passée qui est sortie que 30 des jeunes de 18 à 25 ans au Canada ne veulent pas avoir d'enfants à cause des changements climatiques. Ces jeunes-là sont les consommateurs de demain, les voteurs de demain. Donc, c'est vraiment les gens qui vont influencer toute la société. Puis, c'est pas vrai, en fait, que c'est juste les jeunes qui sont éco-anxieux. Les personnes âgées aussi. La semaine passée, il y a eu 107 manifestations devant les principales banques américaines par des baby-boomers leur demandant d'arrêter d'investir dans l'industrie fossile. Donc, la transition sociale est en train de se faire aussi. Puis je pense que Bertrand et Hélène ont vraiment montré rapidement, avec beaucoup de détails, les enjeux financiers et physiques qui s'adressent aux entreprises, mais les enjeux sociaux aussi sont importants. Puis ces gens-là sont aussi vos futurs employés. Donc, c'est vraiment important d'agir. Puis il faut aussi agir, en fait, pas juste en déléguant cet enjeu-là au département de développement durable, parce que, en fait, on l'a vu, c'est vraiment un enjeu stratégique qui risque de mettre à mal, en fait, la raison d'être de l'entreprise. Si votre produit n'existe plus, ça ne peut pas être le département de développement durable qui s'en occupe. Il faut vraiment que ce soit la direction elle-même qui soit impliquée dans la démarche. Puis concrètement, en fait, Céline, Frédéric et Luc, justement, comment les changements climatiques ont un impact sur la vision ou le positionnement stratégique de votre entreprise? Est-ce que j'y vais, messieurs? Bien sûr. Ah, alors, les dames d'abord. D'une autre époque. Ah non, Hydro-Québec, Hydro-Québec. Hydro-Québec d'abord. Bon, alors là, il y a eu beaucoup d'infopubs indirects. Merci beaucoup, Éric. Je ne sais pas s'il est encore là. Sur tout ce qu'on fait. En fait, la mission et la vision d'Hydro-Québec par rapport à cette nouvelle économie qu'on souhaite décarboner, bien, il n'y a rien qui a changé, puis il y a tout qui a changé à la fois. C'est-à-dire que, historiquement, Hydro-Québec, sa mission de base, c'est produire, transporter puis distribuer une énergie faible en carbone. Alors ça, il n'y a pas vraiment de changement. C'est un choix de société qui a été fait il y a plusieurs décennies. Puis comme fiduciaire de ce beau parc d'actifs hydroélectriques-là, bien, je veux dire, tout le monde en bénéficie, puis nous les premiers. Fait que ça n'a pas changé, puis on continue à le faire, puis on va continuer à le faire. Maintenant, ce qui a tout changé, c'est, je vais reprendre aussi l'expression de mon collègue d'énergie tantôt, la posture mentale. Fait que la posture mentale, elle est vraiment, c'est la prise en considération. En fait, on s'est vraiment allumé comme organisation sur la valeur de ce kilowattheure-là faible en carbone. Fait avant, on l'avait, puis c'était correct. Tant mieux, tout le monde en bénéficiait, mais on s'en foutait tous un peu, en quelque part. Maintenant, ce que ça change, c'est qu'on vient attribuer vraiment une valeur à ce kilowattheure-là. Et maintenant, c'est tout le changement de perspective de dire comment est-ce qu'on y accorde, un, cette valeur-là, et deux, on se met en mode accompagnement de notre clientèle, notamment en particulier notre clientèle d'affaires, pour être dans vraiment une posture où on venait en mode accompagnement, aide pour que chacun puisse marcher son propre chemin de décarbonation grâce à cette
ce produit-là à la base qu'on offre. Fait que c'est vraiment cette approche-là qui a tout changé. Puis, ben, c'est peinturé partout dans notre plan stratégique, à commencer par vraiment toute la question d'accompagner pour mieux consommer. Donc là, on tente, puis là, je vous invite à aller sur le site Internet d'Hydro-Québec. Il y a une panoplie de projets, de programmes au niveau de l'efficacité énergétique. On a toute une offre aussi au niveau de la tarification dynamique pour vraiment inciter les organismes à aller vers mieux utiliser le kilowattheure. Bref, on est vraiment dans cette perspective-là. Il y a même un programme pour le monde agricole en passant. Monsieur, ça peut vous intéresser. Allez-y. Puis, au-delà de dire allez voir le site Web, il y a vraiment un désir puis un accompagnement d'Hydro-Québec envers sa clientèle. Fait que c'est vraiment ça, je dirais, le principal changement là, en termes de vision puis d'approche. Bien, on parle de crise climatique. En crise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la base, à l'essence même de ce que l'on est pour pouvoir se grounder, rétablir notre solidité pour pouvoir repartir de l'avant. Et dans cet esprit-là, la réflexion qui est là chez nous, l'entreprise forestière, on a 4 usines où on transforme des arbres, plus une autre usine où on fabrique de la pâte craft et de l'énergie renouvelable. Bien, ça nous a amené à repenser notre métier. On parle souvent dans des guides de gestion d'énoncer une mission, de vision et compagnie. Et il y a un concept qui se traduit mal en français, mais de purpose, d'utilité d'entreprise. À quoi tu sers dans la vie quand tu mets l'interrupteur en marche et que tu démarres ta production le lundi matin? Bien, nous, notre rôle, notre utilité, c'est de couper des dizaines de millions d'arbres par année, puis de les transformer pour fabriquer la moins pire des réponses aux besoins des humains. Et lorsqu'on parle d'empreinte environnementale, de décarboner, c'est une chose de chercher la bebelle de technologie verte, mais la meilleure technologie, la plus verte, c'est celle qu'on ne consommera pas. Donc, il faut changer absolument le regard qu'on porte sur les choses. Et donc, nous, avec humilité, à quoi on sert? Bien, on sert à ça. Puis les besoins que l'on répond, est-ce que ce sont des besoins futiles ou des besoins pragmatiques? On permet aux gens, avec nos planches de bois, de se bâtir des maisons, d'avoir un toit. S'il y a un besoin qui est légitime et qui est pérenne, c'est bien celui d'avoir une maison au-dessus de notre tête et de bâtir des infrastructures où on va déplacer de l'acier, du béton, où on va proposer un matériau qui est fait lui-même de carbone séquestré et qui va, par ailleurs, augmenter l'efficacité énergétique du bâtiment. Bon, bien, ce rôle de couper ces arbres avec un impact sur les écosystèmes, sur la biodiversité, sur les communautés, qu'il faut savoir nommer, d'avoir l'humilité de mettre de l'avant, sinon on n'aura jamais la confiance pour avoir une discussion intelligente sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Mais c'est le grand changement de paradigme, il est là. Et on parle beaucoup de repositionnement des organisations à la lumière des facteurs ESG, on parle de concepts d'économie verte, d'électrifier, mais tout ça, ce sont des moyens, ce sont des étapes vers le résultat. Et le résultat et l'obligation de résultat qu'on partage comme entreprise, c'est celui de décarboner l'activité humaine. Et chez nous, comme dirigeant, comme gestionnaire, notre rôle, c'est de prendre des décisions et les décisions doivent reposer sur des priorités. Bien, la priorité de toutes les priorités, qui est par ailleurs mesurable, donc une bonne base pour pouvoir avancer, c'est celle de réduire les émissions de carbone de notre chaîne de valeur et de l'utilité de ce qu'on fait dans la vie. Puis c'est ça qui est le phare à partir duquel on avance. Tout le reste, ce sont des moyens pertinents, certes, mais pour lesquels il ne faut pas se distraire en chemin et vraiment garder ce cap sur l'objectif mesurable qu'on partage. Luc, de votre côté? Oui. 2 volets. Volet interne chez nous, puis volet externe, parce que vous avez à côté de moi 2 clients de Lumen. Donc, vous entendez ce que nos clients font. Donc, nous, on doit s'adapter et faire face à ça. Donc, à l'interne, chez nous, juste donner un ordre d'idée, nous sommes une compagnie privée, internationale, 40 pays, 45 000 employés, 40 milliards de chiffre d'affaires, c'est le seul chiffre qu'on divulgue, qui ne sont que de la distribution de produits électriques et d'automatisation. Donc, nous, on est dans la chaîne d'approvisionnement d'Hydro-Québec et de Chantier Chibougamau. Et on fait face à l'interne. On a plus de 230 projets de développement durable. On veut réduire d'ici 2030 42,6 dans le scope 1 et 2, 42,6 de nos émissions, puis 13 dans le scope 3. Notre challenge à nous, c'est le transport. Les F-150, engrossissant. Donc, on doit faire face à ça. Puis de l'autre côté, c'est notre clientèle. Lumen a plus de 10 000 clients au Québec. Donc, souvent, on va arriver où est-ce que nos demandes vont être un petit peu exceptionnelles. On va dire, c'est quoi ton empreinte carbone dans
la fixture que vous livrez chez un client. Ces questions-là commencent à arriver. Donc, c'est une adaptation. Il y a un changement majeur, pas assez vite à mon goût, parce que moi, de mon autre côté, on a notre clientèle qu'on doit aussi éduquer vers ces éléments-là. Puis, je m'excuse de l'anglicisme encore, des opportunités. C'est démentiel, les opportunités d'affaires qu'on peut avoir au Québec par rapport à l'éco-responsabilité dans le B2B. C'est démentiel. On peut se démarquer de n'importe qui. Fait que ça, c'est ce qu'on essaie d'entreprendre. En même temps, on a une réalité interne. Fait que 2 volets. Luc, tu l'as déjà un petit peu abordé, justement. Ça amène quand même des changements au niveau de regarder ce que les fournisseurs font, ce que vos clients aussi demandent. Concrètement, puis la question s'adresse à tout le monde, c'est quoi les changements, les impacts justement des changements climatiques, ou aussi les impacts pour rejoindre cette vision-là que ça a concrètement sur vos opérations? Est-ce qu'il y a des changements que vous avez dû faire, que vous êtes en train de faire, que vous envisagez aussi à court ou moyen terme? Je pense que ça peut donner des pistes de réflexion intéressantes pour les gens dans la salle. Allez-y, monsieur. Bien, juste, j'en ai vu après parce que je te l'ai promis. On repart dans l'autre. Juste vous donner une idée, là, en automatisation, pénurie de main-d'œuvre, c'est la première affaire. OK? Et en même temps, c'est l'impact environnemental va être dans l'investissement qu'on va faire en automatisation. Chez nous, on a plus, depuis 2015, c'est plus près de 200 millions qu'on a mis en automatisation, dont 92 millions qu'on met en ce moment sur des robots. Donc, est-ce que ça a affecté les opérations? Démentiellement. Puis ce qu'on essaie de faire, c'est de quantifier l'impact de ça justement en impact environnemental, qui n'est pas le réflexe, un peu ce que tu disais tantôt par rapport au kilowatt, là, qui n'est pas le réflexe imminent, mais les datas sont là. Les données sont là. C'est juste de les prendre, de bien les gérer, puis de bien faire la précision de ça, puis l'utiliser par la suite. Je peux peut-être dire juste un peu, en fait, qu'il y a plein de choses qui doivent changer. Quand on travaille avec justement des clients puis on les accompagne, il faut vraiment briser les silos parce que pour la transition, il faut vraiment que tous les départements travaillent ensemble. Tu ne peux pas repenser ton modèle d'affaires parce que les changements climatiques affectent tous les départements, autant les opérations que l'approvisionnement, que la logistique, que les ressources humaines avec les employés. Donc, il faut vraiment que tu brises les silos. Puis, on travaille aussi avec des partenaires en changement organisationnel parce que c'est vraiment important. En fait, Éric l'a mentionné tout à l'heure, que quand tu repenses ton modèle d'affaires, puis que tu repenses ta raison d'être, ça insécurise beaucoup de gens à l'interne, à l'intérieur de l'entreprise, quand tu décides d'aller au-delà de juste faire une réduction des GES. Puis c'est important d'en prendre compte, justement, puis d'impliquer tes employés là-dedans pour qu'ils ne deviennent pas un frein, en fait, à ta transformation, mais un moteur. Si je peux y aller d'un point de vue, peut-être 2 axes pour répondre à ta question. L'axe, vers notre clientèle, je vous l'ai évoqué, toutes nos équipes qui travaillent sur le développement des produits, puis des services, des offres là, pour accompagner notre clientèle. Il y a eu des changements majeurs qui se sont faits puis qui continuent à se faire pour vraiment adapter puis faire autrement, pour chercher des solutions avec nos clients pour vraiment améliorer les choses. Fait que ça, il y a vraiment eu un paquet de changements d'orientation puis de mode de développement de produits. Ça, c'est une chose très concrète. Il manque de courant. La voix, je suis reconnue pour une fille à la voix portante, mais ça va, c'est revenu. Bref, ça, c'est une chose. L'autre élément, c'est, on se regarde le nombril aussi. Là. Historiquement, ça fait des années qu'Hydro-Québec publie son bilan carbone, le volet du fameux Scope 1, minimalement, nos émissions directes. Et on s'est doté d'un plan pour se décarboner. On a fait beaucoup de décarbonation au sein même de nos opérations depuis les années 90. Si on passe de ce moment-là, là, ce point de départ-là, mais il reste encore du chemin à faire. C'est le chemin le plus difficile qui reste. Les faciles, les fameux fruits facilement... qui pendent bas, là, je cherchais la bonne expression. C'est beau, c'est réglé. Maintenant, on est en train de regarder effectivement les derniers éléments à attaquer. Et ce que ça veut dire, un chiffre concret, 2545. Ça, c'est le nombre de véhicules électriques ou hybrides rechargeables qu'on veut intégrer
dans notre flotte de véhicules. Fait que oui, on a des F-150 aussi et autres types de véhicules. Fait qu'on est vraiment en mouvement très concrètement pour électrifier notre propre flotte. On est en mouvement aussi de façon très concrète pour convertir nos centrales thermiques qui nous restent. On en a encore qui ne sont pas reliées au réseau pour alimenter les villages, normalement au nord du Québec, là, principalement. Donc, on est avec les communautés, puis ça, c'est important de le mentionner, vraiment en partenariat puis en mouvement pour convertir et réduire encore plus notre empreinte thermique là, à cet égard-là. Puis d'un autre axe, puis c'est important, là, puis Hélène parlait beaucoup tantôt dans son intervention de l'adaptation, de la notion d'un plan d'adaptation. Oui, on a fait un plan d'adaptation chez Hydro-Québec et je suis très bien placée pour en témoigner. Commencez si vous n'avez pas commencé parce que c'est un exercice. Vous êtes peut-être pas aussi compliqué qu'Hydro-Québec, là. J'en conviens, mais je vous le dis, ça nous a pris des années pour y arriver. Et j'en suis très fière de ce premier plan-là. Je vous invite à aller le voir, il est sur notre site Web aussi. Mais notez-le et vous le lirez et vous le noterez. On parle essentiellement de nos infrastructures puis de nos activités opérationnelles dans ce premier plan-là. Parce que la bouchée était tellement grande à prendre pour nous que de considérer les risques de transition globalement puis faire une démarche hyper holistique, incluant notre chaîne d'appro, incluant un paquet de risques autres, qu'on a dit, OK, on va digérer la bouchée, l'éléphant une bouchée à la fois. C'était déjà une grosse bouchée. On a fait l'exercice pour nos actifs et activités opérationnelles et on est en démarche là, pour justement élargir cette réflexion-là, ajouter des pans de risque. Et oui, on est engagé dans la démarche des CFD à travers tout ça aussi. Alors, on est vraiment très, très concrètement là, en mouvement chez Hydro-Québec pour prendre en charge. Et je confirme, M. Milot, la chaleur est ressortie comme un enjeu majeur pour nos opérations, pour la santé et sécurité de notre personnel qui doit opérer de plus en plus, à titre d'exemple extrêmement concret, en situation de grande chaleur. Alors, bref, un exemple parmi tant d'autres, là, mais on est définitivement en train de transformer nos opérations. Bien, chez nous, c'est à peu près tout qui est remis en considération. En planification stratégique, il y a beaucoup de manières d'aborder une planification stratégique. Et chez nous, on aime les choses simples. Et le paradigme de la carotte et du bâton, il est extrêmement convaincant pour pouvoir structurer une planification stratégique. Et la carotte, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est les marchés. C'est l'amélioration de ta performance financière, donc la réduction de tes coûts. Et dans le cas qui nous concerne depuis plusieurs années déjà, pour positionner nos matériaux de construction du côté européen et de plus en plus du côté américain, l'étiquetage environnemental et donc le bilan carbone de nos matériaux est un prérequis d'accès à ces marchés-là. Nos devoirs en matière d'analyse de cycle de vie et de bilan carbone, ça fait plus de 14 ans qu'on les a mis sur les rails, qu'on y travaille. Donc, c'est une chose de le mesurer. Maintenant, il faut l'améliorer. Et lorsqu'on réduit la consommation d'énergie, ça veut dire qu'on ne peut plus rien gaspiller de toute la chaîne de valeur. Et Éric, il référait tantôt au gaz naturel renouvelable. Aujourd'hui, notre entreprise a le privilège de la responsabilité de transformer environ 15-16 % de toute la forêt québécoise. Avec ce privilège-là, vient une responsabilité de faire le maximum avec chacun des arbres. Et les branches qui, autrefois, n'avaient aucune valeur commerciale et encore moins énergétique, ces branches-là qui étaient extraites en forêt brûlée comme un vulgaire résidu, ces branches-là sont aujourd'hui la prémisse de la filière du gaz naturel renouvelable. Donc, il est nécessaire qu'on s'ouvre à ça parce que si on réduit le bilan net de ce que l'on a comme activité en vertu de la contribution de ces branches qui n'avaient aucune valeur, malgré le coût d'exploitation que ça représente, ça vient changer la donne. Dans la prise de décision, vous parlez de près de 3 000 véhicules à électrifier chez vous. Je vous parlais de 6 000 véhicules qu'on a retirés des routes avec un seul projet, qui est un projet lié au gaz naturel liquéfié. On est à Lebel-sur-Quévillon, un monstre industriel, une usine de pâte Kraft qu'on a relancée. Oui, on a fait un projet d'efficacité énergétique avec Hydro-Québec. On avait un atelier pour la pâte Kraft, en gros, ça sert à faire du papier de toilette qui se tient et des emballages alimentaires, tels ceux auxquels on référait plutôt comme ils sont normaux en Europe, c'est-à-dire des emballages alimentaires faits avec de la fibre de bois qui sont biodégradables, compostables, etc. Donc, ça prend de la pâte Kraft pour faire ça. Bien, la pâte Kraft, les consommateurs ne veulent pas d'un papier essuie-tout, d'un papier de toilette qui est brun. La couleur naturelle de la fibre de bois, ils veulent qu'il soit blanchi. Pour ça, il faut du bleach, donc un peu comme il faut javeliser en quelque sorte, à grande échelle et à grande quantité, la pâte Kraft avec un atelier qu'on a à l'usine qui produit le dioxyde de chlorure qui permet de générer cette pâte Kraft blanche
pour que le consommateur ait son papier de toilette blanc. Bien, on avait l'occasion, en relançant cette usine-là, de rafistoler l'atelier historique pour une douzaine de millions de coûts pour cet élément spécifique du projet-là. Et on en a construit un flambant neuf qui a plutôt coûté 40 millions de dollars. On a eu une intervention financière d'Hydro-Québec de 3 millions. Donc, oui, les outils existent et ils sont accessibles et à notre portée à tous. Une aide financière de 3 millions. Et l'effet concret de ça, c'est quoi? C'est qu'on produit aujourd'hui plus de dioxyde de chlorure avec cet atelier flambant neuf qu'on en faisait avant. Et on consomme 91 % moins d'électricité pour en faire plus aujourd'hui. On a libéré l'énergie renouvelable précieuse, ces kilowattheures, pour 3200 maisons grâce à ce seul projet. Mais lorsque je parle de décarboner et d'être obsédé sur la finalité, c'est-à-dire le bilan carbone, il faut chauffer la fibre de bois pour la décomposer dans le procédé. Ça prend des fusils qui génèrent une chaleur extraordinaire que l'électricité ne permet pas de générer. Historiquement, c'était du mazout lourd qui était brûlé pour générer cette chaleur-là. On convertit une première composante du procédé au gaz naturel liquéfié livré par camion parce qu'il n'y a pas de conduite qui nous permet d'être approvisionnés à la Belle-sur-Quévillon. Et cette seule première phase-là de conversion de procédé, quand je parle de carotte et de bâton, puis de travailler par la base, elle permet de réduire cette année, on a complété le projet de conversion en janvier, 13 500 tonnes de gaz à effet de serre qui seront émises en moins dans nos procédés. C'est l'équivalent des émissions de 6 000 voitures qu'on retire des routes complètement. Plus des voitures hybrides électriques, des voitures qui sont complètement retirées avec ce seul projet dans notre usine de nous, entreprise plus ou moins obscure qui s'appelle Chantier Chibougamau, à Lebel-sur-Quévillon, à l'autre bout du monde. Mais c'est là où l'obsession du bilan carbone devient un moteur de décision, de priorisation et d'action. Et la carotte, ultimement, c'est quoi? Ou la menace du bâton, c'est que cette pâte-là est achetée par Procter & Gamble, est achetée par Kimberly-Clark. Et ces joueurs-là, à qui on vend pour des dizaines de millions de dollars par année de pâte, fabriquée par des hommes et des femmes au Québec avec dignité et avec fierté, bien, cette pâte-là, le client nous demande, c'est quoi votre itinéraire vers la carboneutralité dans 5 ans? On est là aujourd'hui, c'est un prérequis d'accès au marché. Et après-demain, bien, c'est mon fournisseur, puis c'est mon collaborateur qui a son véhicule de transport de bois en longueur. Quand on coupe le tige dans le bois et qu'on l'amène à l'usine, bien, c'est vers lui que je vais me tourner dans quelques mois pour se dire, bon, bien là, on est solidaire là-dedans. Là, puis l'effet domino, l'effet écosystémique, il est rendu dans la cour d'une toute petite entreprise de 5 employés à Girardville, dans le nord du Lac-Saint-Jean. Et c'est ça, ce défi global qu'on a à relever. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, mais justement, c'est ce que je trouve particulièrement parlant. Puis on en avait aussi discuté un peu lors de notre première rencontre. Ça s'en vient très vite, justement, ces changements-là. Vous m'aviez parlé d'un horizon de 24 à 48 mois où il va y avoir justement des demandes qui vont être faites auprès même des PME et pas juste au niveau là, des grands institutionnels. Donc, on pense que c'est important de vous sensibiliser à ce niveau-là. Puis je ne sais pas si vous avez un petit mot que vous voulez ajouter pour clore. 2 anecdotes. Raconteur d'histoire. Là. J'avais eu une rencontre avec, je ne nommerai pas le nom, mais un gros fabricant d'automobiles. Oh. OK. Puis, c'était justement dans une conférence comme ça, puis pause café, tout ça, puis... Moi, je suis en automatisation, c'est dans ma génétique. Là. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai une voiture, je regarde aujourd'hui les voitures, là, j'ai la consommation d'essence, j'ai mes textos, mes emails, climatisation, à 2 pieds de moi, je peux changer la température. Bref, j'ai dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas un indicateur dans mon écran combien j'émets de gaz carbonique, de GES avec mon véhicule? J'ai dit, on parle d'éducation, on parle de sensibilisation, tout ça. J'ai dit, ça vous prendrait un petit sensor quelque part. Bingo, vous allez avoir l'algorithme. J'ai dit, si vous avez besoin d'aide, appelez-moi, je peux vous le faire. Là, mais... Et puis, ce qui est intéressant, c'est la réaction. La réaction était un peu comme le kilowattheure. Personne n'a besoin de ça. Fait que ça, c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, j'étais à Los Angeles il y a quelques semaines. Il y a une firme, ITR Economics, qui est américaine. Puis le propriétaire de la firme, c'est Alan Beaulieu. Il vient du Massachusetts. Et puis,
il parlait de développement durable. On était quelques milliers de personnes dans la salle. Présentation absolument phénoménale sur tout ce qui est tendance économique, etc. Puis, il y avait le développement durable qui était dans l'aspect. J'ai posé la question, j'ai dit, écoutez, où vous positionnez maintenant dans les opérations futures? C'est quoi le potentiel économique du développement durable? Puis, il m'a répondu, il dit, en autant qu'il y a un retour sur l'investissement. Ça vous donne une idée un peu, ça revient au censure mais c'est la réalité qu'on fait face. Moi, quand j'entends des clients comme ça, c'est fantastique parce qu'il y a une sensibilisation puis il y a surtout des actions. Mais au Québec, la réalité, c'est qu'on est 94 de PME manufacturières. C'est des entreprises de 100 employés et moins. Puis, quand on leur donne des options de dire c'est au coin de la rue, là, vous allez avoir des demandes. Tu le fais, vous le faites. Dans l'écosystème, d'avoir des fournisseurs qui sont éco-responsables, tout ça, bien, la réaction, elle est défensive. Il y a une moins acceptabilité de dire, OK, ça va me coûter combien, là? Puis c'est l'inverse. Fait que le message qu'on essaie de dire, nous, c'est de faire exactement ça, c'est de dire, regardez ce que ça a rapporté. Puis dans la société québécoise, si on fait ça dans le manufacturier, on va être tellement en avance. Premièrement, on va se rapprocher un petit peu de l'Europe, parce que l'Europe est comme bien en avance sur nous autres, mais on va être au moins au niveau nord-américain les leaders là-dedans. Il y a quelques pistes. Ah, vas-y. Non, c'est beau, vas-y. J'insiste. Vas-y. Mais en fait, ce que je voulais dire, justement, puis ça rejoint ça un peu, c'est que moi, je dirais la première chose à faire, c'est parlez-en des avantages d'agir, puis des risques à ne pas agir, puis de l'urgence d'agir. Parce qu'en fait, les gens qu'il faut convaincre, ce n'est pas nous autres, c'est tous ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui. Frédéric, le mot de la fin. Oui. En quelques mots, on parle beaucoup d'économie circulaire, de développement durable, de verdir, il y a d'ESG. Il y a une conversation qui devient un peu cacophonique sur ce grand sujet-là. Et pour retenir l'attention des collègues de la communauté des affaires, je pense que nous tous qui en faisons partie pouvons aider à la simplifier, cette conversation-là, et à la focaliser sur la décarbonation. Tout le reste, ce sont des moyens qui nous permettent d'y arriver pour nous mettre en marche, mais qui trop embrasse mal les trains. On dit tellement de choses, il y a tellement de perspectives qui sont évoquées que ça crée un bruit de fond. Focalisons sur la décarbonation. On a le privilège d'être au Québec, d'avoir un joyau qui s'appelle Hydro-Québec. On a parfois la maladresse d'Obélix tombée dans la potion magique de la lutte au changement climatique. Bien, bâtissons là-dessus. Il ne faut pas s'en satisfaire, il ne faut pas être endormi par ça, mais vraiment, il y a lieu de bâtir sur cette base-là. Et je termine en disant que les kilowattheures du siècle dernier pourront être les arbres du Québec que l'on coupera et transformera au 21e siècle. On a un immense potentiel, il faut en parler, il faut le nommer, et on lève la main pour y prendre part. Musique à mes oreilles. Bon, alors moi, je voudrais remercier nos panélistes.